votre activité était ce qu'on appelle agent de liaison, c'est bien cela? Exactement. En quoi consiste ce travail? Agent de liaison, c'était pas compliqué, et puis c'était pas drôle en même temps. J'ai eu une veine inouïe de passer à travers, je le dis franchement, ça consistait à, par des liens, ça dit bien le mot, par des liens, des attaches de l'un et de l'autre, au fur et à mesure des années de résistance, je sais pas, je n'ai pas de choses là, des années de résistance, de contacter l'un, de contacter l'autre, et puis c'est ce qui a fait comme une toile d'araignée qui s'est étendue. Et je vous assure que ça a commencé sur l'Hardy, en Seine-et-Oise, où il y a des jeunes qui sont partis justement pour pouvoir contacter au fur et à mesure les uns les autres. Et tout ça, ça partait de Paris, hein. Ça partait de Paris. Et c'est devenu vite, ensuite, la 14e région du colonel Rol-Tanguy. Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. Et tout doucement, je peux vous dire que la boutique de papa, qui habitait à Dame-Marie, qui est encore la cordonnerie à côté de l'église, bien la boutique de papa servait un peu de boîte à lettres, si on peut dire, mais plus que de boîte à lettres. Parce que c'est là que beaucoup de personnes se rencontraient, n'étaient jamais habillées pareil. Un jour, ils étaient habillés avec un béret, un autre jour autrement. Un jour, moi, j'ai connu Roger Gaston à l'époque. Roger Gaston, qui est devenu le maire de Goussainville par la suite. Bien, Roger Gaston s'appelait Victor. Et la première fois que je suis rentrée dans la boutique à papa, que j'ai vu cet homme, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est pas un milicien qui va venir arrêter papa? Non, c'était Roger Gaston. Il était un peu habillé comme un milicien. Il s'était mis un chapeau mou, comme ça, et puis aussi un espèce d'imperméable, comme avaient les miliciens. Et ça pose une question assez terrible. Comment déterminer qu'on peut faire confiance? Vous avez été contacté? Ah oui, on a été contacté, bien sûr. Alors, on a été contacté d'abord par un nommé Valentin. Ça, c'était dans les années 41. Au début des années 41. Valentin, qui est débarqué un jour à la boutique de papa. Et puis, qui n'a pas été par... Papa ne le connaissait pas du tout. Papa n'a pas été par 4 chemins. Alors, il lui dit, voilà, qu'est-ce que vous désirez, monsieur, c'est tout. Alors, il dit, je sais, par des camarades, que vous seriez prêt à rentrer dans la résistance. Et oui, parce que qui vous êtes? Ah, ben, il dit, je suis envoyé par Paris. Et il lui a donné des noms de camarades que papa connaissait déjà. Ça l'a mis en confiance, vous comprenez? Et papa a parlé. Il a dit, oui, d'accord, bon, ben, c'est bien, on part. Et ensuite, après, il est venu, ce Valentin. Il n'est plus venu à la boutique. Il est venu chez mes parents, au château des Bouillants. Et notre pauvre Valentin, on l'a vu 2-3 fois, puis il a disparu. Il a dû être arrêté et fusillé, très certainement. Et les groupes se sont constitués, vous ne pouvez pas savoir. On faisait tous notre travail sans savoir avec qui seulement on le faisait. Moi, un jour, j'ai été mis en contact avec Robert Vaillant, qui s'appelait Val-d'Or. Il était ce garçon de Pringy. Je n'en savais rien, mais c'est par une personne qui s'appelait Rolande Collet. Rolande Collet, dont son nom de résistante était Noël. Et Noël, elle était de la Ferté-sous-Jouarre. Et à la Libération, j'imagine que vous avez eu des surprises, les masques sont tombés. Ah, ben taisez-vous, ben c'est là, c'est à la Libération qu'on a rencontré nos copains qui étaient nos chefs. Alors votre papa est contacté, alors, mais vous-même, vous étiez jeune femme, toute jeune femme. Oui, alors attendez. Et bon, c'est tout. Alors, j'ai su qu'il y avait Lucien Boutet, qui était dans la Résistance aussi, qui m'a contacté. Mais oui, j'étais une jeune femme. J'avais 16 ans et demi. Mon frère Marcel avait été arrêté à 15 ans et demi. 15 ans et demi. Et déporté. Et déporté. Nous avions monsieur Verdon, qui venait de Ponthierry, voir papa, qui était dans la Résistance, c'est pour dire. Nous avions monsieur Frémont de Ponthierry, aussi, qui était dans la Résistance et qui venait pour faire réparer, soi-disant, leurs chaussures, quand ils en avaient besoin, mais quand ils n'en avaient pas besoin, ils venaient quand même. Et papa cachait tout ce qu'il avait, des tracts, il y a eu des ronéos, il y a eu tout ce que vous voulez qui sont passés dans la boutique à papa, dans le fond de son placard, dans son petit atelier, et derrière les grands morceaux de cuir énormes qui étaient lourds à déplacer, vous savez. Il a été arrêté, papa, quand même. Hein. Ils l'ont arrêté à un moment donné, ils l'ont arrêté. Quand mon frère a été arrêté, il a été à la maison d'arrêt de Melun d'abord, il avait 15 ans et demi, et ensuite, peut-être 2-3 mois après, ils sont venus pour arrêter papa.
parce que mon frère n'avait pas parlé. Ils avaient essayé de le tabasser, ils ne sont pas arrivés à le faire parler. Après, mon frère, il l'a emmené en Allemagne, comme vous avez dû le savoir probablement. Et papa, lui, de son côté, était bien embêté le jour où on est venu le chercher. Je le vois encore partir avec sa couverture. C'est les flics français qui sont venus le chercher de la police d'État de Dame Marie. Je me revois encore au long de la Pilasse, au château, sous la terrasse, il y avait une terrasse, dire à ces deux policiers d'État, vous faites un drôle de boulot quand même. Vous n'allez pas me l'emmener avec mon frère, papa. Ah, madame, c'est pas de notre faute. Nous, on a des ordres, on opère. C'est tout, ils sont partis avec ça. Papa a été emmené. D'ailleurs, il est même descendu, je crois, avec son vélo. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu monter dans une fourgonnette, rien du tout. Ils lui ont dit, on vous attend, il faut que vous veniez à Melun pour aller à la commandanture et tout ça. Et papa y est allé. Ils ont voulu le faire parler. Ils ne l'ont pas tabassé pratiquement. Ils ont insisté. Ils ont cru que papa allait lâcher le morceau. Mon frère ayant été arrêté avant, ils se sont dit, rien que par le fils, il va être obligé de causer. Papa dit, mais je ne sais même pas ce que vous voulez me parler. Il a toujours dit, mais je ne sais pas ce que vous voulez me parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, mon fils, vous me l'avez emmené, vous voulez m'arrêter moi, mais je me suis jamais occupé de tout ça. Jamais, jamais. Alors qu'il y en avait, ils seraient venus voir, je vous assure. Hein. Bon, c'était comme ça. Et mon pauvre papa, finalement, ils l'ont relâché parce que, monsieur, vous devez nous dire quel est ce groupe. Vous faites partie d'un groupe. Non, pas du tout. Vous pensez que je vous le dirais rien que pour récupérer mon fils? Papa, il est revenu. Il s'est effondré sur la table de salle à manger en pleurant. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, t'es là, t'inquiète pas, ça va aller. Ah, mais tu sais, d'un drôle de boulot qu'il a fallu que je fasse. Qu'est-ce que t'as fait? Il a fallu, je le regardais, je dis, là, rien, il n'a pas été tabassé, rien du tout. Il dit, ce qu'il y a, c'est qu'il voulait absolument que je vende le groupe, le réseau, pour me redonner Marcel. Mais il dit, tu penses que je ne suis pas tombé dans le piège, hein? J'ai dit, alors Marcel, on ne le reverra plus si ça se trouve. Mais si, on le reverra peut-être. Et puis le fait est, on l'a revu. On a eu une chance inouïe. Le jour de mes 20 ans, le 1er mai, alors que j'avais demandé à mon fiancé le matin, quand il est venu m'apporter ma corbeille qu'il mangeait chez nous, je peux vous dire qu'il tombait de la neige le 1er mai 1945. C'est vrai. Et quand il m'a donné ma corbeille, je suis mise à pleurer, il me dit, mais pleure donc pas, pourquoi tu devrais être content? Ah, j'ai dit non. Marcel n'est pas de retour. Ah, je dis, je voudrais bien qu'il soit de retour. Ça aurait été mon plus beau cadeau. L'après-midi, on vient roucouler avec mon mari sur le divan chez ma belle-mère. Arrive mon frère Jeannot. Toc, toc, toc. Entrez, dit ma belle-mère. Alors, mon petit Jeannot, qu'est-ce que tu veux? Ils étaient un peu comme ça. Il dit, ce que je veux, c'est que Muguette, il faut qu'elle monte tout de suite parce qu'on a des nouvelles de Marcel. J'en ai encore des frissons. J'en ai encore des frissons, je vous le dis. Il était à Roubaix, chez des braves gens, des personnes âgées, qui l'avaient recueilli parce qu'il était intransportable pendant plus de 3 semaines. Il a fallu attendre 3 semaines pour pouvoir aller le rechercher à Roubaix, Marcel. Il était dans un état que la peau et les os. On a des photos d'ailleurs qui prouvent de ce qu'il était, quand il a pu tenir debout. Parce qu'il était avec une dysenterie et tout. On se demande comment il a survécu d'ailleurs. Il y avait, vous ne pouvez pas savoir, ce qui régnait à travers tout ça. On était heureux de se retrouver, même dans la misère, parce qu'on serrait les coudes, on était comme ça. Et la peur, à 16 ans et Non, demi. du tout, du tout. Alors là, du tout, je dois vous le dire. Ah non, mais c'est vrai, hein. Ah, mais ça, je dois vous dire que, vous savez, quand j'ai pris conscience, c'était après avoir demandé mes cartes, avoir été rechercher tous mes copains que j'ai retrouvés. Tous ceux, pour ainsi dire, avec qui je militais. Dans la résistance, pas dans un parti, on ne faisait partie d'aucun parti, tout au moins moi, papa, mon frère. C'est pas partie d'un parti. Du tout, pour nous, ça ne nous effleurait pas. Mais on était heureux de chasser le nazisme. Là, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait ces temps-ci, on a beaucoup parlé de chasser l'allemand. Non, ce n'était pas l'allemand qu'on chassait. C'est mon petit-fils qui arrive de Munich, là, qui revient de Munich. Il était en Allemagne pour son travail et tout ça. C'est pas l'allemand qu'on chassait. C'était le nazisme à Adolf Hitler. Je partais d'ici à Brainville
Brinville-Montgermont, au maquis de Montgermont, de la part de monsieur Boutet, qui me donnait des colis, déjà à l'époque, qui me donnait des colis que j'allais porter là-bas. Et puis, ces colis, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je ne lui ai jamais demandé, je n'ai jamais su, moi. C'est au poids que je me rendais compte, parce que des fois, il y a eu des armes aussi, très certainement, vu le poids qu'il y avait. D'autres fois, c'était plus léger, d'autres fois plus lourd, ça dépendait. Des messages, beaucoup de messages que je mettais dans mon guidon de bicyclette ou en dessous ma selle. Mais il m'aurait arrêté, jamais j'ai été arrêté une fois. J'ai eu une chance inouïe, inouïe. Mais vous savez, il faut dire que je rencontrais des Allemands, bien sûr. Alors moi, je ne les regardais pas, pour ainsi dire. Ou selon si je sentais qu'ils voulaient me regarder, ben, je leur faisais et puis je continuais à pédaler, c'est tout. C'est tout, mais je ne m'arrêtais pas, jamais, jamais, jamais. Mais jamais je n'ai été arrêtée. Alors j'allais à Montgermont. Ensuite, je revenais. Monsieur Boutet me disait, ben maintenant, il faisait même porter chez son frère qui habitait dans la côte de Montgermont. J'allais lui porter aussi des paquets chez son frère. Il m'a dit, tiens, tu donneras ça à penser à mon frère, il fait partie aussi du réseau. C'est pour vous dire la toile d'araignée qu'il y avait. Je revenais, il me disait, bon, ben maintenant, il faut que tu ailles chez madame Cardinaux, rue René-Quinton. C'était une grande, belle femme, forte femme, qui habitait, ça doit être au 25 ou 27 rue René-Quinton, il me semble. C'était quand on rentre dans la rue René-Quinton, en venant de Melun, là, en venant de Dame-Marie. C'était du côté droit, un petit pavillon, je la vois encore sur le pas de sa porte, et je la vois qu'un jour je lui ai apporté un message. La vache qui rit a retrouvé son sourire. Alors ça, c'était vers la fin, ça, je me rappelle. La vache qui rit a retrouvé son sourire. Eh bien, je vous assure que ça, je l'ai toujours dans les oreilles, ce la vache qui rit a retrouvé son sourire. Et il fêtait, elle le retrouvait, son sourire. Ça y était, chacun sentait que ça allait approcher, que c'était la libération. Après, alors, c'était avant ça, il fallait que j'aille aussi à Melun. Alors, à Melun, j'allais à la Copper pharmaceutique, rue d'Ageau, en face la gare, à ce moment-là. Copper pharmaceutique, c'est-à-dire chez la maison Salmon, dans la maison Salmon, où il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient déjà, et où je rencontrais un nommé, un petit Roger. Roger, je l'avais baptisé le petit Roger. Je savais que c'était Roger, je ne savais pas son nom, du tout. On me disait, tu demanderas le petit Roger. Bon, ben, le petit Roger, il venait me voir, je lui donnais des paquets, il repartait avec ça, puis c'est tout. Un beau jour, peut-être 2-3 ans après la libération, d'un seul coup, je dis, c'est pas vrai, c'est le petit Roger. Ben, alors, qu'est-ce que tu deviens? Ah ben oui, je suis bien content de... Ah ben c'est toi qui demeures là? Ah ben ça, je pensais pas te trouver là. Mais comme ça, Yvette Reynac, je me souviens, je l'ai rencontré qu'une fois sur l'avenue Thiers. Mais c'est des noms que j'ai gardés en tête, vous savez. C'est Rolande. Rolande, mon ami, Rolande Collet, qui a après habité ici, s'est mariée avec Jacques Gorgeon. Je l'entends encore le jour qu'elle me dit, Muguette, tu sais, la semaine prochaine, je ne viendrai pas, mais tu auras une fille qui viendra à ma place, t'inquiète pas, elle sera habillée comme ci et comme ça. C'est comme ça qu'on se reconnaissait, ou avec un ticket de métro dans la poche, ou avec une petite fleur à la boutonnière. C'était des choses pour se retrouver, se reconnaître. On savait que c'était cette personne-là qu'on devait voir, vous comprenez? Et on écrivait le moins possible. Il ne fallait pas écrire, pour pas qu'on tombe dans une filière. Vous comprenez, dans une rafle ou que vous soyez reconnu aujourd'hui. Voilà. Regardez l'avenir et adressez-vous à l'avenir. Que voulez-vous dire à l'avenir? De quoi faut-il se souvenir? Moi je dis, le tort d'un enfant, c'est de fermer les yeux et les oreilles sur ce que les personnes précédentes ont fait. Parce que bien souvent, ils sont manipulés. Ils sont manipulés, croyez-moi. Hein. Moi, je le dis. On ne leur dit pas toujours la vérité. Alors ça, vous savez, qui est-ce qui le paiera? C'est l'humanité tout entière. C'est pas qu'en France, c'est partout. Hein. Partout, je vous le dis. Hein. Et l'humanité paiera. Moi, je vous le dis.